Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis comme toujours ravie de vous retrouver pour une nouvelle affaire criminelle. Notre partenaire d'aujourd'hui n'est autre que NordVPN et je suis ravie de les avoir à mes côtés sur cette vidéo. Je suis pas mal sûre que vous connaissez déjà NordVPN. On va pas se mentir, il s'agit là du leader mondial en matière de VPN. C'est certain que vous en avez déjà entendu parler. Mais petite piqûre de rappel, sachez que NordVPN vous permet de sécuriser votre connexion internet en évitant les virus, en protégeant vos données et en vous protégeant même lorsque vous n'êtes pas connecté au VPN. NordVPN a accès à pas moins de 5500 serveurs répartis dans 59 pays différents. Peu importe donc où vous vous trouvez, vous pouvez toujours profiter de leurs services et ce à une vitesse absolument incroyable. Car NordVPN est le VPN le plus rapide sur le marché. Il fonctionne aussi sur toutes les plateformes. Windows, Android, iOS, macOS, Linux et même Android TV. NordVPN vous permet de visionner en toute tranquillité tous vos films et séries télé préférés qui ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays, en vous donnant accès à tout un tas de sites de streaming tels que Netflix, Disney+, Hulu, HBO et j'en passe, et ce en moins de quelques secondes seulement. J'ai d'ailleurs récemment regardé sur le Netflix français le film d'horreur Hostel qui n'est malheureusement pas disponible sur le catalogue Netflix au Canada et je n'ai pas été déçue. Sachez d'ailleurs, mes petits fans d'horreur et de true crime, que le catalogue Netflix des États-Unis et du Canada possède un plus grand nombre de films de cette catégorie. C'est donc votre chance de les découvrir aujourd'hui grâce à NordVPN. Et NordVPN et moi avons pour vous une offre incroyable à vous partager aujourd'hui. En cliquant sur le lien que vous allez trouver dans la description de la vidéo, vous pouvez obtenir un plan de 2 ans ainsi que 4 mois totalement gratuits qui vous sont offerts. C'est totalement sans risque et avec la garantie de remboursement 30 jours de NordVPN. Rendez-vous donc sur le lien que vous allez trouver en description pour en découvrir plus sur cette offre absolument incroyable et à ne pas manquer. Et pour en apprendre plus aussi sur NordVPN et tous les avantages que leur service peut vous offrir. Merci encore à NordVPN d'avoir fait ce partenariat avec moi. Et maintenant, place à notre affaire. La vidéo d'aujourd'hui va peut-être être un petit peu plus longue qu'à l'habitude car l'affaire dont on va parler a eu pas mal de rebondissements. Ça ne sert rien de le dire. Donc effectivement, j'ai un petit peu essayé de raccourcir parce que je l'ai entendu déjà plusieurs fois dans des documentaires ou dans des vidéos de youtubeurs et j'avoue qu'il y a tellement de choses qui se passent dans cette affaire que j'avais du mal à suivre. Il y avait un moment où moi-même j'étais complètement perdue. Donc c'est ça, j'ai enlevé certains petits détails qui ne sont pas trop importants à l'affaire pour vraiment essayer de vous garder focus et que vous compreniez tout ce qui se passe du début à la fin. Et aujourd'hui, peu importe que vous ayez un petit cœur sensible ou un estomac bien accroché, vous allez pouvoir vous installer confortablement car on va commencer. L'affaire d'aujourd'hui nous envoie directement aux États-Unis et plus spécifiquement durant l'année 1985, année où George Wiltse et sa petite amie Michelle Lodzinski accueillent leur premier enfant, le petit Timothy Wiltse, et ce dans la ville de Cedar Rapids dans l'Iowa. Les parents de Timothy sont encore extrêmement jeunes lorsqu'ils accueillent leur enfant. Pour vous dire, Michelle à ce moment-là, lorsqu'elle donne naissance à Timothy, n'a que 17 ans. Michelle et George sont encore au tout début de leur relation à ce moment-là, car ils ne se connaissent que depuis 1 an. Ils se sont rencontrés en 1984 et sont tombés très rapidement amoureux. Et 3 mois seulement après leur rencontre, Michelle découvrait être enceinte. Et seulement 6 mois après la naissance de leur fils, Michelle prend la décision de quitter George et de partir avec le petit Timothy vivre chez ses parents. Et elle explique que cela serait dû au fait que George se serait montré violent envers elle, et ce à de nombreuses reprises. Michelle est alors épaulée par sa famille et notamment sa sœur qui va l'héberger elle et son fils. Mais elle sait très bien au fond d'elle qu'il est temps pour elle et Timothy de trouver un chez eux, aussi bien pour avoir leur indépendance que pour rendre un peu d'intimité à sa sœur et son beau-frère, qui commencent avec le temps à être un peu fatigués de vivre en colocation, et ce notamment avec un jeune enfant de 2 ans. Michelle finit par trouver un appartement après plusieurs mois de recherche et déménage de nouveau à Cedar Rapids, là où elle avait précédemment vécu avec le père de Timothy.
La vie de mère célibataire pour Michelle est très compliquée. Elle ne fait qu'enchaîner des petits jobs dans l'espoir de récolter assez d'argent pour pouvoir s'occuper de son fils et le nourrir. Elle passe donc de vendeuse à serveuse à hôtesse d'accueil dans une banque et se retrouve même parfois à jongler avec plusieurs jobs en même temps, au point même qu'à un certain moment, elle ne voit son fils que le week-end. Elle laisse bien souvent la garde de Timothy à sa sœur, ses parents, des amis ou encore des babysitters. Mais le problème, c'est qu'avec son planning, elle ne savait jamais quel jour elle allait travailler ou non. Il changeait toujours à la dernière minute. Résultat, à de très nombreuses reprises, elle n'a pas eu d'autre choix que d'emmener Timothy avec elle au travail, n'ayant pas assez de temps pour trouver un babysitter ou une babysitter. Beaucoup de personnes de son entourage lui recommandent de faire appel à des aides financières pour mères célibataires, ce que Michelle refuse catégoriquement. D'après elle, accepter cet argent serait comme admettre qu'elle n'est pas capable de subvenir aux besoins de son fils, ce qu'elle ne veut pas s'avouer. Cependant, son père l'aide financièrement et heureusement car Michelle l'avoue elle-même, s'il n'était pas derrière elle pour l'épauler, elle ne serait pas capable de joindre les deux bouts. Mais malgré ses problèmes financiers, tous les proches de Michelle sont unanimes pour dire qu'elle est la mère la plus aimante qu'il n'ait jamais vue. Le peu d'argent qu'elle gagnait était toujours utilisé pour gâter son fils, aussi bien pour lui faire des cadeaux que pour lui payer des frais médicaux lorsqu'il en avait besoin, ou encore même lui assurer une place dans une école privée très renommée. Michelle passe toujours les quelques heures de temps libre qu'elle a entre ses jobs avec son fils, soit pour jouer avec lui, l'aider dans ses devoirs, ou encore tout simplement être dans la même pièce que lui et profiter de sa présence. Mais même si la compagnie de Timothy la remplit de joie, elle est à peine dans son début de vingtaine et aimerait bien trouver quelqu'un avec qui partager sa vie et qui potentiellement l'aiderait aussi à s'occuper de son fils et lui donnerait cette figure paternelle dont il manque tant. Elle rencontre deux hommes avec qui elle aura des relations plutôt sérieuses, au point même d'être fiancée durant un certain temps à l'un d'entre eux. Mais malheureusement, ces romances ne durent jamais, et ce, toujours pour la même raison. Timothy. Michelle est très jeune et rencontre donc bien souvent des hommes de son âge. Mais à cet âge-là, ces derniers ne sont clairement pas prêts à devenir beaux-pères et à s'occuper d'un enfant. Et malgré leur amour pour la mère du petit garçon, cette responsabilité supplémentaire les a tous fait fuir. Et lors de leur séparation, le fiancé de Michelle ou l'ex-fiancé de Michelle a assuré qu'il n'était effectivement pas prêt à s'occuper d'un enfant, mais a ajouté aussi que Michelle, d'après lui, ne l'était pas non plus. D'après lui, la relation entre Michelle et Timothy ressemblait plutôt à celle d'une grande sœur envers son petit frère, plutôt que celle d'une mère et de son fils. Et effectivement, Michelle n'était pas toujours très attentive envers son fils. Il y a eu plusieurs fois où il a dû se retrouver hospitalisé d'urgence pour des accidents plutôt sévères. Notamment une fois où un chien a attaqué l'enfant assez violemment et que ce dernier a eu besoin de 72 points de suture au niveau du visage. Et une autre fois, la belle-sœur de Michelle a reçu un appel de cette dernière alors qu'elle gardait Timothy. Michelle lui a alors expliqué qu'un homme nommé Bruno passerait chercher l'enfant dans les quelques heures à venir. Mais la belle-sœur de Michelle, n'ayant jamais entendu parler de ce fameux Bruno, a refusé de laisser partir Timothy au bras d'un inconnu. Ceci a rendu Michelle totalement folle de rage. Elle s'est rendue elle-même au domicile de son frère et de sa belle-sœur pour récupérer Timothy, qu'elle a emmené ensuite de force chez le fameux Bruno. La belle-sœur de Michelle se souvient encore d'entendre Timothy pleurer et supplier sa mère de ne pas l'emmener chez ce fameux Bruno. Il avait l'air totalement terrifié par l'homme. Bruno était l'un des hommes que fréquentait à ce moment-là Michelle. Et même si les choses ne sont pas toujours tout roses chez les Wiltsey, Timothy semble être un jeune garçon très heureux, plein d'énergie, et qui est d'ailleurs connu pour être un grand fan de cartoons, et notamment des Tortues Ninja. Le 24 mai 1991 est un vendredi, la veille du long week-end du Memorial Day aux États-Unis. Michelle décide donc de commencer à planifier des activités pour ce week-end de fête avec son fils. Le vendredi matin, Michelle emmène Timothy faire du shopping dans le but de lui acheter des nouveaux vêtements en vue de ses tout derniers jours d'école avant d'entrer officiellement à l'école primaire. Elle rentre ensuite à la maison avec le petit garçon et discute un certain moment avec l'une de ses voisines sur le pas de sa porte. Elle explique d'ailleurs à cette voisine avoir extrêmement hâte, car le lendemain matin, elle va emmener Timothy ainsi que sa nièce, qui se trouve être la fille de son frère, à un carnaval ayant lieu ce week-end-là, proche de Serville Kennedy Park, se trouvant non loin de chez elle. Elle se montre extrêmement enthousiaste à cette idée et explique avoir hâte de passer un peu plus de temps avec son fils.
Ce même jour, elle commence à planifier dans l'après-midi son voyage futur en Floride accompagné de Timothy pour rendre visite à sa sœur ainsi que son conjoint qui s'y sont installés quelques années auparavant. Michelle avait prévu de rendre visite à sa sœur bien évidemment, mais elle comptait surtout surprendre son fils en l'emmenant à Disney World pour la toute première fois. Son plan était de s'envoler pour la Floride dès que Timothy terminait l'école. Et malgré l'excitement que ressent Michelle à ce moment-là, elle décide de se coucher tôt car elle sait que le lendemain, une longue journée les attend au carnaval. Le matin arrive et sur les coups de 11 h, Michelle est aperçue par ses voisins montés à bord de son véhicule, accompagnée du petit Timothy. Ce jour-là, cependant, à la dernière minute, elle décide de consacrer cette journée à son fils et elle, et de ne pas aller chercher sa nièce comme il l'était prévu. Cependant, elle ne va pas prendre la peine de prévenir la mère de la petite fille, qui l'avait préparée et attendait sagement que Michelle vienne la chercher. Avant de se rendre au carnaval, Michelle décide d'emmener son fils dans un parc de rondelles situé à 20 minutes environ de voiture de Sayreville où le carnaval avait lieu. Elle explique avoir joué au baseball avec Timothy durant un certain moment, avant d'avoir fait une promenade autour du lac et de s'être rendus tous les deux dans un zoo. Quelques minutes plus tard, Jennifer, l'une des nièces de Michelle, qui se trouvait aussi au carnaval ce jour-là, repère sa tante au loin et s'approche pour la saluer. Alors qu'elle s'approche, elle réalise que cette dernière semble totalement paniquée. Elle lui demande alors ce qu'il se passe et Michelle lui répond avoir perdu Timothy dans la foule. Elle explique avoir laissé le petit garçon dans la file d'attente d'un manège le temps d'aller chercher un soda, mais à son retour, ce dernier avait totalement disparu. Jennifer, Michelle et l'ami de Jennifer ne perdent alors pas un instant et contactent immédiatement la police de Sayreville. Les officiers arrivent très rapidement sur place, accompagnés de pompiers et de chiens d'intervention, et une fouille est alors lancée. Le carnaval est tout de suite fermé, mais certaines personnes se portent volontaires pour aider à la recherche du petit Timothy. Cependant, ce soir-là, malheureusement, les recherches ne donnent absolument rien, et ce, malgré le fait que l'un des policiers ait accompagné Michelle jusqu'à chez elle pour récupérer un objet appartenant à Timothy et ayant son odeur, dans l'espoir que les chiens d'intervention retrouvent sa trace. Le lendemain matin, Michelle se présente au poste de police alors que les recherches reprennent et emmène avec elle des vêtements propres ainsi que de la nourriture pour Timothy, dans l'espoir que ce dernier soit retrouvé. Les policiers présents à la station ce matin-là se souviennent d'avoir eu en face d'eux une Michelle totalement désespérée, ayant des propos incohérents et ayant l'air mentalement ailleurs. Des interrogatoires ont alors lieu auprès de tous les employés du carnaval, ainsi que certains des visiteurs présents ce soir-là, dans l'espoir que peut-être l'un d'entre eux a aperçu quelque chose qui pourrait faire avancer l'affaire. Certains des employés se souviennent effectivement avoir vu un petit garçon habillé exactement de la façon dont Michelle l'a décrit, c'est-à-dire d'un débardeur rouge, d'un short et d'une paire de baskets Tortue Ninja. L'un des employés se souvient d'ailleurs avoir aidé l'enfant à sortir d'un manège, tandis qu'un autre se rappelle avoir vu le jeune garçon passer devant son stand avant de quelques minutes plus tard voir une femme totalement paniquée crier « Timmy » à travers tout le carnaval. Après les avoir vus en photo, l'homme en question a effectivement identifié la femme comme étant Michelle et le petit garçon qu'il a aperçu comme étant Timothy. Trois adolescents, pas extrêmement sûrs de ce qu'ils affirment, déclarent tout de même avoir potentiellement aperçu le jeune garçon, accompagné de deux hommes et d'une femme, à l'intérieur du carnaval, mais non loin de la sortie. Cependant, malgré de nombreuses personnes ayant aperçu l'enfant ce soir-là, personne n'a la moindre idée de l'endroit où il peut bien se trouver, ni le moindre indice pouvant aider les policiers à faire avancer l'enquête. Vous le savez bien, dans ce genre d'affaires de disparition ou encore de meurtre, ce sont toujours les personnes qui sont proches de la victime qui sont suspectées les premières. Eh bien, cette affaire ne fait pas exception à la règle. Les officiers de police interrogent Michelle pour avoir sa version des faits de nouveau et voir si peut-être des incohérences avec son discours de la veille font leur apparition. Mais elle reste sûre d'elle et continue de donner les mêmes détails et la même version des faits. Sa voiture, son domicile et ses poubelles sont entièrement fouillées, mais rien n'y est découvert. Les policiers décident tout de même de placer très discrètement un micro dans son domicile pour pouvoir écouter ses conversations téléphoniques. Mais les rares fois où Michelle décrochait son téléphone, c'était pour parler soit à sa sœur, soit à Bruno, son petit ami, et leur dire à quel point elle était affectée par la disparition de son fils. Elle explique ne plus être capable de manger ou de dormir et devenir complètement folle. Les semaines passent et toujours pas la moindre trace du petit Timothy.
Michel, de son côté, commence à en avoir vraiment marre de la pression des médias qui campent littéralement devant sa porte dans l'espoir d'obtenir une interview de sa part et décide donc de quitter son domicile pour aller s'installer chez de la famille. Michel n'étant donc plus sous les radars des policiers, ces derniers décident de se tourner vers d'autres personnes proches du petit Timothy et pouvant peut-être avoir eu quelque chose à voir dans cette affaire. La première personne qu'ils vont interroger se trouve être George, le père biologique de Timothy avec qui ce dernier avait gardé contact. George est interrogé, mais il est capable très rapidement de démontrer aux officiers de police qu'il est impossible qu'il ait quelque chose à voir là-dedans. Car le soir de la disparition de son fils, il se trouvait à plusieurs kilomètres de là et a les preuves nécessaires pour le prouver. C'est ensuite Bruno, le petit ami de Michel, qui est questionné, et ce après que la belle-sœur de cette dernière n'ait contacté elle-même la police pour leur rapporter cette fameuse fois où il a été emmené de force chez Bruno et où Timothy avait l'air totalement désespéré à l'idée de passer du temps seul avec l'homme. Mais Bruno était à ce moment-là au travail et à son tour éliminé de la liste des suspects. Plus les jours passent, plus l'affaire prend de l'ampleur dans le pays. Des posters avec le visage de Timothy sont accrochés un peu partout et il se retrouve même sur les briques de lait pour essayer de faire en sorte que le plus de personnes possible voient à quoi il ressemble. Sachez aussi que l'émission America's Most Wanted va traiter à 2 reprises de cette affaire, mais malheureusement aucun indice supplémentaire ne va aider à résoudre l'enquête. Le temps passe et la police commence tout doucement à mettre l'affaire de côté par manque total d'informations. Mais finalement, l'un des officiers, ayant toujours été très intrigué par l'affaire, va faire une découverte qui va commencer à remettre en question les déclarations de Michel. Dans le rapport de disparition, elle a affirmé s'être rendue ce jour-là à Holmdel Park dans l'après-midi pour jouer au baseball avec son fils et s'être garée sur le parking du parc. Or, ce jour-là, le parking du parc était fermé, il est donc totalement impossible qu'elle ait pu y garer sa voiture. Il décide alors de continuer sa petite enquête en interrogeant d'autres visiteurs présents aussi ce jour-là au carnaval, et une jeune femme va lui affirmer avoir effectivement discuté avec Michel durant de longues minutes ce soir-là à l'entrée d'un manège, mais que pendant tout ce temps, elle a toujours discuté avec Michel et Michel seul, car elle ne l'a jamais vu accompagnée d'un enfant. Et ça, c'était bien avant qu'elle commence à s'inquiéter de la disparition de son fils. Et à la suite de son témoignage, d'autres personnes viendront confirmer cela en affirmant eux aussi avoir bien vu Michel le soir du 25 mai au carnaval, mais de toujours l'avoir vu seul. Et suite à ces accusations, le discours de Michel va radicalement changer. Elle se présente d'elle-même au poste de police le lendemain et demande à discuter avec l'un des agents travaillant sur l'affaire. Elle explique ensuite avoir, ce fameux soir du 25 mai, croisé la route de 2 hommes armés d'un couteau qui l'ont menacée. D'après elle, ces 2 hommes ont ensuite enlevé Timothy et lui ont dit que si elle parlait de cela à qui que ce soit, ils la retrouveraient et mettraient fin à ses jours. Et attendez, car ça n'est pas fini. Ce jour-là, Michel se présente pour la 2e fois à la station de police. Elle demande à discuter avec le même policier et change de nouveau totalement de version. Elle explique que 2 hommes et une femme présents ce soir-là au carnaval se sont portés volontaires pour surveiller Timothy quelques instants, le temps que Michel aille chercher des sodas. Elle explique n'avoir aucune idée de qui sont les 2 hommes, mais déjà connaître la femme, qui se trouve être Hélène, une stripteaseuse de la région, qu'elle a rencontrée précédemment à son job lorsqu'elle travaillait en tant qu'assistante bancaire, car Hélène était une cliente régulière de cette banque. Même si elle ne connaissait pas les 2 hommes, elle avait confiance en Hélène et c'est pourquoi elle lui a laissé la garde de son fils le temps de quelques instants. Mais malgré de nombreuses recherches de la police pour retrouver la trace de cette fameuse Hélène, personne correspondant à la description physique et portant le nom de Hélène n'a jamais été retrouvé. À la fameuse banque d'ailleurs où Michel a affirmé l'avoir rencontrée, aucun des employés n'avait jamais entendu parler de cette Hélène, qui pourtant d'après Michel était une cliente très régulière. Lorsqu'elle se fait demander par les policiers pour quelle raison elle ne parle de cela que maintenant, Michel a affirmé se sentir extrêmement honteuse d'avoir confié son fils à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas plus que cela et ne pas vouloir refléter l'image d'une mauvaise mère. Parce que c'est sûr que là, la Michel, elle reflète l'image de la mère parfaite. Autant vous dire qu'après cela, l'affaire repartait de plus belle et Michel était de nouveau sous les radars des policiers.
Le lendemain matin, elle est convoquée au poste de police pour être interrogée et durant les 5 heures d'interrogatoire, elle reste sur sa position et continue de parler de cette fameuse Hélène. Mais elle commence alors à ajouter des détails qu'elle s'était bien gardée de donner la veille. Elle affirme maintenant que l'un des deux hommes lui a placé un couteau sous la gorge et l'a menacé de la tuer si elle parlait de ce qui était arrivé à qui que ce soit. À la fin des 5 heures, les policiers décident de la laisser repartir chez elle, mais ne sont pas du tout satisfaits par cet interrogatoire. Ils ont le sentiment que s'ils continuent de lui mettre la pression, Michelle va finir par craquer et leur avouer toute la vérité. Elle est donc de nouveau convoquée ce même jour et continue de donner la même version des faits, à l'exception à nouveau d'un petit détail. Cette fois-ci, elle ajoute que l'un des deux hommes lui a mentionné que son fils lui serait retourné sain et sauf dans exactement 1 mois, et ce seulement si elle ne parlait de son enlèvement à personne. Mais à chaque question que les officiers de police lui posaient, Michelle semblait de plus en plus agressive et extrêmement erratique. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de couper court à la conversation et de la laisser rentrer chez elle. Quelques jours plus tard, un officier de police décide tout de même de passer par chez Michelle et d'essayer d'obtenir un peu plus d'informations de sa part. Il espère qu'elle se montrera peut-être plus calme et moins agressée si elle se trouve dans son domicile plutôt qu'au sein de la station de police. Il avait tort. Ce jour-là, Michelle se montre à la limite de l'hystérie. Elle crie, elle s'énerve, puis elle se calme, puis elle se met à pleurer, puis elle s'énerve de nouveau. Bref, c'est un véritable roller coaster d'émotions. Mais malgré cela, une chose qu'elle ne cesse jamais de répéter, c'est que son fils est la personne la plus importante à ses yeux et qu'elle veut le retrouver aussi vite que possible. Le 26 octobre de la même année, Dan O'Malley, un professeur d'école, se promène dans le Ratican Center Business Park d'Edison, situé dans la ville de Sayreville, lorsqu'il découvre quelque chose d'étrange sur le sol. Il s'agissait là d'une petite basket taille enfant, avec dessus un motif des tortues ninja. Immédiatement, cette basket lui rappelle l'affaire du petit Timothy, dont il a tant vu les flyers à travers toute la ville, et décide de l'emmener directement à la station de police la plus proche. Les policiers contactent alors Michelle et lui demandent de se rendre à la station de police aussi vite que possible pour pouvoir identifier la chaussure. À son arrivée, elle semble très troublée et semble même trembler un peu. Elle va s'approcher doucement de la chaussure et y jeter à peine un coup d'œil avant d'affirmer qu'il ne s'agit aucunement là de la basket de son fils. La chaussure est alors placée à l'intérieur d'une boîte et conservée comme preuve par les policiers, mais aucune recherche supplémentaire n'est effectuée de leur part. Dan O'Malley est frustré de voir que la police ne s'engage pas plus que cela et ne tente pas d'informer les médias de la découverte de la basket. Il décide donc de s'en charger lui-même et contacte un journal local à qui il envoie des photos de la chaussure en question, et ces derniers prennent la décision de les publier en première page pour faire en sorte d'attirer l'attention du plus de personnes possible, dans l'espoir de peut-être avoir un indice sur l'identité de l'enfant possédant cette chaussure. Après tout, il est tout à fait possible que cette basket appartienne à un enfant qui portait la même paire que Timothy et qu'il l'a laissé tomber derrière lui en jouant dans le parc. Mais il y avait aussi de fortes chances que cette dernière aide à résoudre une affaire criminelle. Et devinez qui, à la diffusion de la photo de la basket dans les médias, a décidé de contacter de nouveau la police pour changer sa déclaration. Bingo! Vous avez gagné, c'est Michelle. Le jour même où la photo a fait la une des médias, elle s'est rendue pour la énième fois à la station de police, affirmant que oui, peut-être elle avait mal vu et qu'il s'agissait possiblement de la chaussure de son fils. Michelle. Les policiers lui demandent alors de retrouver la boîte à chaussures contenant la fameuse paire pour vérifier si les informations inscrites sur la boîte correspondent avec celles sur la chaussure retrouvée. Elle s'exécute alors et effectivement, il s'agissait bien là de la même chaussure. Le parc du Raritan Center Business, où la basket a été retrouvée, est alors entièrement fouillé, mais rien de plus n'y est découvert. L'enquête commence alors à ralentir de nouveau durant les mois qui suivent, mais le policier en charge de l'affaire sent bien que quelque chose cloche et qu'il n'est pas très loin de découvrir de quoi il s'agit. Au mois d'avril 1991, soit 6 mois après la découverte de la chaussure, il décide de nouveau de fouiller le Ratican Center Business, mais cette fois-ci plus en profondeur encore, car il demande à ce que la terre soit entièrement retournée et que personne n'ait accès au parc durant le temps de la fouille. Et c'est le 24 avril que la deuxième chaussure de Timothy y est retrouvée. Et 2 heures plus tard, à quelques mètres seulement de l'endroit où la deuxième chaussure a été retrouvée,
sont retrouvés à leur tour un petit crâne humain ainsi qu'une dizaine de petits os dans l'eau stagnante de la rivière du parc. Non loin de là sont retrouvés ensuite une tête d'oreiller, les vêtements que Timothy portait le jour de sa disparition, un ballon des Tortues Ninja et une petite couverture bleue et blanche enterrée juste à côté des ossements. Les policiers sont à ce moment-là terriblement choqués de leur découverte, et même si à ce moment-là ils sont pratiquement certains d'avoir sous leurs yeux les restes du petit Timothy Wildsey, il leur reste encore à le prouver. Des tests dentaires sont immédiatement effectués sur le crâne de l'enfant et ils reviennent effectivement positifs. Il s'agit bien là du petit Timothy. Mais malheureusement, dû au niveau de décomposition du corps qui est à ce moment-là extrêmement avancé, la cause de la mort n'a pas pu être découverte. Ce soir-là, Michelle reçoit l'appel du bureau de police, lui faisant part de la découverte. Et le policier au téléphone avec elle, à ce moment-là, assure n'avoir ressenti aucune émotion dans la voix de la femme lors de l'annonce de la découverte du corps sans vie de son fils. Mais malgré de sérieux doutes, à ce moment-là, les policiers n'ont aucune preuve de la culpabilité de Michelle et ne peuvent donc procéder à son arrestation. Et ce, malgré le fait qu'elle ait à plusieurs reprises raté les tests du détecteur de mensonges, ce qui d'après eux était une preuve supplémentaire qu'elle avait des choses à cacher. Les funérailles de Timothy Wildsey ont alors lieu au mois de mai, et durant la cérémonie, Michelle apparaît totalement dévastée. Elle est incapable de se tenir debout, au point que ses parents sont obligés de l'aider à tenir sur ses 2 pieds, et elle ne cesse de pleurer. Les mois et les années passent sans que rien de nouveau ne fasse surface, et ce, jusqu'à ce que quelque chose de totalement fou n'arrive. En janvier de l'année 1994, la voiture de Michelle est retrouvée garée devant le domicile qu'elle partage à ce moment-là avec son frère, la portière ouverte et le moteur tournant, mais personne à l'intérieur. Après ce qui est arrivé à Timothy, les proches de Michelle ne perdent pas un instant et contactent immédiatement la police de peur qu'il lui soit arrivé quelque chose ou qu'elle n'ait été enlevée. Dans les cas de disparition d'une personne majeure, un délai minimal de 24 à 48 heures est souvent demandé par les policiers avant de pouvoir lancer officiellement un avis de recherche. Mais ceci ne sera jamais nécessaire car à la grande surprise de tous, Michelle va se présenter d'elle-même le lendemain matin à la station de police de Détroit dans le Michigan. Elle semble totalement paniquée et confie s'être fait enlever par des hommes du FBI qui l'ont gardée prisonnière durant une nuit et ce pour avoir parlé à la police de ce qui est arrivé à Timothy. Elle assure avoir immédiatement reconnu les hommes en question comme étant les 2 personnes ayant enlevé son fils des années auparavant. Et attendez la suite, vous n'allez pas être déçus. Quelques jours plus tard, Michelle se présente de nouveau à la station de police. Sérieusement, je pense qu'à ce moment-là, elle passe plus de temps à la station que les policiers eux-mêmes. Ça devient limite du harcèlement. Bref, elle y retourne encore, cette fois-ci une carte de visite à la main, appartenant apparemment à un agent du FBI. Il est inscrit au dos de la carte « Ça n'est pas fini » et elle affirme aux officiers qu'il s'agit là d'une menace venant des hommes l'ayant enlevée et ayant enlevé son fils des années auparavant, et qu'elle est en danger. Sauf que l'un des policiers a la brillante idée de parcourir les magasins d'impression de la ville pour essayer de voir où cette carte a pu être imprimée et par qui. On s'entend que la ville n'est pas bien grande et donc ce genre de magasin est extrêmement limité dans les parages. Et après que le policier ait passé la porte du premier magasin sur sa liste, le propriétaire affirme effectivement avoir eu la commande d'une fausse carte du FBI la veille. Et le nom de la cliente l'ayant fait imprimer n'est autre que Michelle Lodzinski. Questionnée par le policier, Michelle n'a d'autre choix que d'avouer avoir menti. Pour ce mensonge et pour la perte de temps causée aux officiers de police, elle reçoit 6 mois d'assignation à domicile ainsi que 3 ans de probation. En 1997, Michelle vit aux côtés de son nouveau petit ami dont elle est enceinte et qui, vous n'allez pas le croire, est officier de police. Pour Noël, Michelle a la merveilleuse idée d'offrir à son petit ami un ordinateur portable. C'est très gentil de sa part, n'est-ce pas ? Ouais, sauf que l'ordinateur portable en question a été volé et il ne prendra pas 5 minutes à son petit ami policier, je vous le rappelle, pour s'en rendre compte. Fou de rage, il la dénonce et Michelle se retrouve de nouveau assignée à résidence pour un total de 4 mois, recommence sa probation pour un total de 3 ans et passe même une nuit en prison. Vous vous en doutez probablement, mais ceci marque effectivement la fin de sa romance avec son petit ami policier. Michelle déménage ensuite dans le Minnesota où elle rencontre un nouvel homme qu'elle épouse en 2001. Le couple semble plutôt heureux et élève ensemble l'enfant que Michelle a eu de son précédent petit ami, le policier, vous vous souvenez ?
Mais malheureusement, ce mariage ne durera pas très longtemps. Car en 2003, alors qu'elle est enceinte de son troisième enfant, Michelle décide de quitter son mari pour aller s'installer en Floride cette fois-ci. Elle se fait ensuite plutôt discrète, durant un certain temps seulement. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, l'enquête est toujours ouverte et que personne n'a été arrêté pour le meurtre du petit Timothy. Mais malheureusement, avec les années et le manque d'informations, elle commence de nouveau à tomber dans l'oubli. Et ce, jusqu'à l'année 2009, lors de l'anniversaire des 20 ans de la disparition de Timothy. Les policiers, tout comme les médias, se replongent dans l'affaire et décident de réouvrir le dossier pour vérifier si peut-être ils n'ont pas manqué à l'époque une information clé. Ils vont finalement monter un dossier contre Michelle et c'est le 6 août 2014 qu'elle se voit arrêtée pour le meurtre de son fils Timothy Wiltsley, et ce après que la Cour suprême ait déclaré que l'omission active de Michelle et les entraves à l'enquête par ses déclarations peuvent raisonnablement établir une preuve circonstancielle de sa culpabilité. Une autre chose qui pousse les policiers à penser que Michelle est la coupable se trouve être la petite couverture bleue et blanche retrouvée proche du corps de Timothy. À l'époque, il n'y avait pas prêté plus attention que cela, mais il réalise finalement que ceci est peut-être le détail qui va tout changer. Lorsqu'elle avait été découverte, elle avait été exposée à Michelle ainsi qu'à 2 membres de sa famille qui ont tous les 3 assuré n'avoir jamais vu cette couverture. Mais après l'arrestation de la mère de famille, les policiers ont décidé de récolter les témoignages d'autres personnes proches des Wiltsley et s'étant déjà rendues dans leur domicile avant la disparition de Timothy. Certaines des personnes se rangent alors du côté de Michelle et affirment ne pas reconnaître la couverture. Mais malheureusement pour elle, une majorité d'entre elles vont la reconnaître, notamment des babysitters qui gardaient à l'époque Timothy, et qui assurent reconnaître clairement cette couverture et l'avoir vue à de nombreuses reprises dans la chambre du petit Timothy lorsqu'elle venait le garder. La parole de certaines personnes n'est pas suffisante pour inculper quelqu'un, mais ceci reste une preuve de plus de la possible culpabilité de Michelle dans cette affaire. Le procès démarre en mars 2016 et les témoins défilent à la barre. Tout le monde a les yeux rivés sur Michelle et est attentif à la moindre de ses paroles pour vérifier si elle allait de nouveau peut-être modifier sa version des faits ou alors s'en tenir à l'histoire du kidnapping par la fameuse stripteaseuse et les 2 hommes du FBI. Ce ne sont pas moins de 68 témoins différents qui vont se présenter à la barre lors du procès. Certains accusant Michelle de mentir et d'avoir toujours été seule ce fameux soir au carnaval, d'autres affirmant avoir vu des hommes étranges au carnaval ce soir-là, et assurant qu'il est tout à fait possible que ces derniers soient les responsables du meurtre de Timothy. Après des heures de délibération, c'est le 18 mai que le verdict tombe et que Michelle Lodzinski est jugée coupable de meurtre au premier degré pour le meurtre de son fils Timothy Wiltsley le 25 mai 1991 et pour cela, elle reçoit 30 ans d'emprisonnement sans la moindre possibilité de libération conditionnelle à la facilité correctionnelle de Edna Maham dans le New Jersey. Mais après seulement 7 ans derrière les barreaux, l'affaire va se retrouver en cour de justice suprême aux États-Unis après qu'il ait été décidé qu'il n'y avait finalement pas assez de preuves pouvant accuser Michelle du crime et qu'elle ne s'est retrouvée en prison que dû à son comportement suspect et ses mensonges lors de l'enquête, ce qui d'après certaines personnes ne fait pas d'elle une tueuse. Elle est donc finalement libérée en 2022 et vit aujourd'hui en toute liberté aux côtés de ses 2 fils en Floride. Et voilà donc qui conclut notre affaire du jour dédiée au petit Timothy Wiltsley. Comme vous l'aurez compris, cette affaire n'est pas totalement résolue, même si énormément de personnes sont persuadées que Michelle est la coupable. Et j'aimerais avoir justement vos avis là-dessus. Pensez-vous, comme la majorité du monde, que Michelle est la coupable? Ou alors qu'il s'agit peut-être là d'un accident, ou peut-être bien effectivement d'un enlèvement comme l'a mentionné Michelle? Personnellement, je suis pas mal certaine que Michelle a quelque chose à voir là-dedans. Que ce soit elle qui ait tué Timothy ou non, je pense qu'elle en sait beaucoup plus qu'elle ne le laisse paraître. Laissez-moi donc vos avis en commentaire et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Merci encore à NordVPN d'avoir fait ce partenariat avec moi et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour obtenir votre plan de 2 ans avec 4 mois bonus qui vous sont offerts. C'est une offre à ne pas manquer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!